jours, toutes les semaines, on a de nouveaux versements qui sont effectués dans Saphir. Et aujourd'hui, à date, on a à peu près 14 personnes qui travaillent sur le projet Saphir. Alors, évidemment, ça varie dans le temps, mais en gros, on est à peu près sur ce nombre-là. Les travaux en cours, on est aujourd'hui en train de travailler sur trois applications versantes. Donc en fait, on les connecte à Saphir pour qu'elles puissent verser dans Vitam. Aujourd'hui, on a une première application qui est en cours enfin une première chaîne de versement qui est en cours de finalisation, qui est en phase de test. C'est le registre des Français à l'étranger. Et on travaille actuellement sur le versement de la correspondance diplomatique, qui est dématérialisé entièrement depuis 2014, et également un gros projet d'envergure pour le ministère et pour nous également, particulièrement pour Saphir, on travaille sur le versement de l'état civil électronique. Donc ça c'est voilà, trois projets de versement en cours, et on en a d'autres qui se préparent, qui sont encore à l'étude, mais de plus en plus, Saphir est reconnu au sein du ministère comme étant la brique d'archivage, et on a de plus en plus de services producteurs qui se tournent vers nous. Comme travaux en cours d'envergure également, on a l'installation d'une troisième offre de stockage, donc stockage sur borne, une offre froide, qui nous permettra de sécuriser nos deux premières offres de stockage. Et on poursuit le développement de nos interfaces, par exemple pour exporter des archives, les pérenniser et évidemment mieux les gérer au quotidien. Donc voilà, très rapidement, j'ai fait un balayage du projet Saphir aujourd'hui, de dernières actualités et des actions futures. Et là, je vais vous parler particulièrement de la gestion de la préservation dans Saphir, avec une petite démonstration. Alors, ça va être une démonstration PowerPoint. Donc voilà, ça aura pas le goût d'une vraie démonstration telle que j'aurais pu vous la faire si j'avais été présent. Donc la gestion de la préservation dans Saphir. Donc, je vais vous expliquer un peu dans un premier temps le cheminement un peu intellectuel qu'on a eu, qui nous a amené à travailler sur ce sujet particulièrement, et qui permet de comprendre pourquoi on est parti sur certaines fonctionnalités. Donc, alors, tout d'abord, nos besoins, hein. Évidemment, on a des besoins de préservation à long terme, comme tout service d'archives définitive, mais également pour répondre à des besoins de conservation de données qui ne sont pas encore des archives définitives, mais qui ont des durées d'utilité administrative très longues. Et par exemple, le registre d'état civil des Français à l'étranger, euh, avec des durées qui oscillent entre 50 ans, voire plus de 100 ans les durées pour des durées d'utilité administrative. Et évidemment, une partie des documents est à conserver définitivement. Donc, c'est un vrai sujet, et on doit être capable, nous, au sein du projet Saphir et plus globalement aux archives diplomatiques, on doit être capable de répondre à ces demandes de conservation aussi, dans un premier temps, pour des raisons juridiques. Donc là, on a un vrai, euh, un vrai travail qui est fait sur ce sujet-là. On a aussi évidemment une grande variété de formats produits par les agents et les différentes applications du ministère. À la fois une grande variété de formats, mais en même temps, on n'a pas forcément des formats très exotiques. On n'a pas, on n'a pas beaucoup d'applications qui produiraient des formats très spécifiques, ou voilà, pour des types de données qu'on ne retrouverait pas par ailleurs. On reste sur des formats assez standards, type format bureautique. Et évidemment, comme tout service d'archives, notre objectif c'est de pouvoir restituer ces informations au lecteur. Et donc évidemment, il faut qu'on puisse garantir ce besoin. Alors comment on a procédé? Donc nos premières actions autour de la préservation ont commencé il y a déjà quelques années, à partir de 2017-2018, notamment autour du chantier de préservation au sein du programme Vitam. Ce sont nos premières actions internes au sein du projet Saphir pour travailler, pour commencer à nous acculturer sur le sujet, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait aucune compétence vraiment sur ce sujet-là au sein des archives diplomatiques au début du projet.
Il y a eu ensuite une étude sur les différents. On a participé à une étude sur les processus à mettre en œuvre dans le cadre de la préservation. Et enfin, depuis 2019, on est adhérent de l'association Aristote, notamment particulièrement du groupe Pain, et on participe à la cellule nationale de veille sur les formats, on participe activement. On a pu faire d'ailleurs un webinaire très récemment sur le formatif. Et donc tout ça pour vous expliquer qu'en gros, on a essayé en quelques années de monter en compétences et de mûrir sur ces sujets-là. Alors je ne l'ai pas indiqué, mais on a aussi, en termes d'organisation au sein des archives diplomatiques, on a créé un pôle dédié à la préservation numérique, qui inclut également le projet Saphir, et on a recruté spécifiquement pour nous permettre de réfléchir et de mener des actions de préservation. Voilà, c'est il y a eu un vrai changement en quelques années au sein des archives diplomatiques. Donc notre premier besoin auquel il fallait répondre, c'était surtout déjà dans un premier temps de connaître les formats que l'on conserve. Donc on a eu plusieurs étapes. On a fait un premier travail de récollement lors du chantier de préservation Vitam. Ensuite, dans le cadre de la cellule nationale de veille sur les formats, on a construit un tableau un peu partagé avec d'autres institutions pour nous permettre d'avoir une meilleure vision sur les formats que l'on conservait. Et ensuite, et c'est ça que je vais vous montrer, on a mis en œuvre un outil spécifique dans Saphir pour répondre à ce besoin de connaissance des formats conservés. Alors, petite démonstration. Donc, je vais vous montrer quelques écrans de Saphir. Donc là, en fait, c'est la page d'accueil de Saphir. Ensuite, je vais naviguer dans le menu donc, dans le menu de Saphir, j'ai différents éléments. Ici, c'est une vision générale, c'est-à-dire que là, c'est des droits administrateurs fonctionnels. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Et je peux notamment aller dans le menu administration, dans le sous-menu préservation, ce qui m'amène sur une page que voici. Et cette page va me permettre, c'est ici que je vais pouvoir avoir cette vision générale sur les objets que l'on conserve dans le système. J'ai plusieurs champs, donc ici je peux filtrer en fait par service producteur. Ici on note directement l'identifiant pour filtrer par service producteur. On n'a pas de sélection. Bon, c'est une interface qui est destinée à des administrateurs, hein, qui est un peu technique, mais voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas allé très très loin dans l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on peut filtrer uniquement sur le service producteur. À terme, on espère pouvoir filtrer au-delà, mais voilà, il n'y a pas forcément possibilité de faire des filtres d'autres filtres sur d'autres types de métadonnées. Et si je mets rien dans la métadonnée de recherche, donc si je recherche si je ne veux pas faire de filtre par service producteur, ça recherche sur l'ensemble des objets. Ici, je fais une recherche sur un service producteur, en l'occurrence, c'est la direction des archives. Et ensuite, en dessous, je peux avoir des répartitions. Donc là, je vais faire un choix de répartition par type MIME et un autre choix de répartition par PUID du format. Le PUID, en fait, c'est l'identifiant dans le référentiel des formats. Donc le P, c'est en fait pour désigner le référentiel pronom. Donc c'est l'identifiant dans le référentiel pronom qui est utilisé comme référentiel des formats dans Vitam. C'est le référentiel des formats qui est maintenu par les Archives nationales britanniques. Ensuite, je clique sur Rechercher. Donc ça va rechercher sur l'ensemble des objets et je vais avoir mon résultat de recherche qui va s'afficher comme vous voyez ici. En fait, je vais avoir deux accordéons, le type MIME en haut qui est ouvert par défaut, et en dessous le PUID du format qui n'est pas ouvert, on verra tout à l'heure. Et donc j'ai un premier tableau avec la répartition par type MIME, et donc j'ai les différents types MIME, j'ai les 10 premiers, avec le nombre d'objets concernés. Alors faites pas attention
10 000 groupes d'objets affichés. Là, c'est une petite limitation par Vitam qu'il faudra qu'on corrige, mais voilà, c'est pas le total de nombre d'objets, il y en a plus. Si vous faites le calcul, il y a plus de 10 000 objets qui sont renseignés. Donc on a les 10 premiers types MIME qui sont affichés ici avec le nombre d'objets. On a un petit bouton en bas autre qui nous permet d'avoir les autres types MIME. Sur ce tableau, on peut aussi exporter le tableau en Excel, qui permet ensuite de le réutiliser, et voilà, de réutiliser les différentes données. J'ai sur la droite là un petit graphique, une petite représentation graphique assez sympa qui me permet de voir cette répartition assez rapidement et d'avoir une idée générale de ce qui est des objets conservés. Je vais ensuite cliquer sur l'accordéon PUID du format et j'ai une autre répartition qui s'affiche et un autre graphique qui me permet d'avoir une vision sur les différents formats tels que les connaît Pronom qui sont conservés ici dans le système d'archivage. Alors ici, pour un seul service producteur, on a bien mis, c'était le service producteur direction des archives. Alors de mémoire, si on regarde, alors on peut, je vais vous parler un peu des petits. On a juste les PUID, on n'a pas les noms des formats auxquels ça renvoie. Alors je peux zoomer aussi sur le graphique. Voilà, ce qui me permet d'avoir une vision générale de l'ensemble des PUID renseignés. Là, je ne peux pas le faire, mais je peux aussi enlever certains PUID pour affiner mon affichage. L'avantage, c'est que voilà, ce graphique est directement exportable pour un rapport d'activité, par exemple. Donc c'est assez commode. Voilà. Hop. Ensuite, donc, je reviens à mon affichage précédent. Et vous voyez les petites loupes, j'en ai pas parlé, petites loupes détail. En fait, ça me permet d'afficher 200, alors les 200 premiers objets remontés pour chacun des, alors ici des PUID, mais ça la même chose pour le type MIME. Alors ici, je fais un choix, il n'y en a que 197, mais par exemple là, j'ai sélectionné, je suis allé voir le détail en fait du type MIME application PDF, donc de l'ensemble des PDF conservés pour la direction des archives, et j'ai plus d'éléments, j'ai un peu de détails j'ai plus de détails sur ces fichiers, avec l'identifiant, le service producteur qui est rappelé, donc là il n'y en a qu'un seul. Parce c'était le filtre qu'on avait choisi. L'usage est rappelé, le format également un peu plus précis, le nom du format un peu plus précis. Là, on a différents formats PDF. On a du PDF A, on a du 1.7, du 1.5, du 1.4. Voilà, il y a un peu de tout comme PDF. Le PUID est rappelé. On voit qu'il y a plusieurs PUID pour un même type MIME. Hein. Évidemment, Pronom est plus précis hein, que le type MIME. On a aussi la date de dernière modification et la taille de l'objet. Ce qui est intéressant, je ne vais pas vous le montrer là, mais je peux aller voir directement le document de rattachement. C'est-à-dire que là, en cliquant sur la loupe, je vais atterrir sur une autre page qui me montre les métadonnées descriptives de ce document et qui me permet aussi de télécharger le document. Alors pourquoi uniquement les 200 premiers? Alors déjà pour des raisons de performance, on ne pouvait pas afficher beaucoup d'éléments ici, puisque c'est en fait, Saphir retraite les données qui ont été renvoyées par Vitam. Et de toute façon, ça n'avait pas forcément d'intérêt d'aller plus loin, puisque l'idée, c'était pas d'aller ouvrir chaque document de rattachement et de faire une analyse ligne à ligne. C'était vraiment d'avoir un aperçu des objets qui étaient conservés sous cet intitulé-là, enfin, sous ce type MIME, sous ce PUID par exemple. Et l'idée surtout, et je vais vous parler de tout ça juste après, mais l'idée c'était de voir un peu les choses qui pouvaient nous étonner. Par exemple, des formats qui étaient affichés. Des formats qui sont affichés dans le récollement et que pour autant on ne conserverait pas. Je vais vous donner un exemple.
Donc on a versé beaucoup de choses déjà depuis un petit moment. On s'est aperçu en fait que nos fichiers, en fait on a versé le code source de Saphir, on avait versé également le code source de Vitam. On s'est aperçu que les fichiers qui étaient au format TypeScript n'étaient pas bien reconnus par nos outils d'identification et par le référentiel Pronom. En fait, comment on s'en est aperçu? On a remarqué que dans notre récollement, en fait, il y avait plein de fichiers vidéo, alors qu'on n'avait pas versé ces fichiers vidéo. Alors, je vais vous remontrer hop, cet écran-là. En fait, de mémoire, c'est les FMT 585. Sont en fait normalement, ce sont des fichiers MPEG, mais MPEG TS. Et les fichiers, pour reconnaître les fichiers MPEG TS, Pronom se base notamment sur l'extension. Et les fichiers TypeScript ont pour extension .ts. Et donc, au moment du versement, le système a pensé qu'on versait des vidéos, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout des vidéos, ce qui peut poser de gros problèmes pour la préservation, puisque si on regarde que le récollement, on s'aperçoit, on se dit, ah, il y a des vidéos, donc il va falloir travailler sur les vidéos, s'assurer qu'elles sont bien préservées, etc. Alors que à ce stade-là, on n'en a pas. Donc, une fois qu'on s'est aperçu de ça, évidemment, on a travaillé avec le registre Pronom pour mettre à jour le référentiel, donc avec les archives nationales britanniques. Et donc, dans une future version du référentiel Pronom, il y aura une mise à jour qui va inclure les fichiers TypeScript, qui n'étaient pas inclus jusqu'à présent. Donc, maintenant, ces fichiers seront bien inclus dans le référentiel Pronom, pourront être reconnus de façon correcte et ne seront pas reconnus comme des fichiers vidéo. Ça, c'est une première découverte qu'on a eue grâce à cette fonctionnalité. Alors, ensuite, de quoi s'est-on aperçu? Alors, quand on a continué notre travail en fait, au sein de la cellule nationale de veille sur les formats, alors on a travaillé sur un format en particulier qui est le format TIFF. Je vous ai parlé du webinaire tout à l'heure. On s'est aperçu en fait que Pronom, pour Pronom, le format TIFF, c'est juste un seul format, le FMT 353. Et on s'est aperçu qu'en fait, le TIFF pouvait avoir une variété de mise en œuvre. C'est-à-dire que le TIFF, par exemple, peut avoir notamment une image compressée à l'intérieur. Et donc, on s'est dit finalement, les outils d'identification peuvent être insuffisants, il faut qu'on aille plus loin pour affiner notre connaissance sur les formats conservés. Et donc, voilà ce qu'on va mettre en œuvre par la suite et sur lequel on travaille déjà en développement. On va utiliser une fonctionnalité spécifique dans Vitam qui sont les greffons de préservation. Donc, les greffons de préservation dans Vitam, ce sont des petits outils qu'on peut plugger au système et qui permettent de mettre en œuvre des actions spécifiques sur les objets, comme la conversion, comme l'extraction de métadonnées, notamment l'extraction de métadonnées techniques. Et nous, pour savoir, par exemple, si un fichier TIFF contient une image compressée, on va devoir utiliser un greffon de préservation qui est le greffon image magique, qui est basé sur l'outil image magique, pour extraire la métadonnée spécifique qui nous permettra de savoir si les fichiers TIFF contiennent une image compressée ou non. Et ça nous permettra de cartographier ces fichiers de façon beaucoup plus précise qu'on ne le fait aujourd'hui, et d'aller au-delà des indications données uniquement par le référentiel Pronom. Donc voilà, c'est aussi des choses qui s'améliorent petit à petit à mesure que notre connaissance des formats évolue. À terme, évidemment, si on a des besoins de conversion, et on mettra en œuvre des outils de conversion. Aujourd'hui, ce ne sont pas des besoins qu'on a repérés, et donc on a commencé plutôt par... L'idée, c'est vraiment de commencer par bien connaître ces formats pour mieux ensuite les pérenniser. Je vous remercie. Merci Erwan.
Encore un peu de temps pour les questions avant de laisser la parole à Thomas. Alors, sur la préservation, ouais. Par où je passe? Alors, s'il y a des questions, il faudra que Thomas D'accord. me les redonne après, parce que j'entends mal au-delà des tribunes. Oui, parce qu'Erwan nous entend depuis ici, en fait. C'est ça. Bonjour Erwan, je ne sais pas si tu m'entends, c'est Emeline Design. Sur ce que tu viens de dire par rapport au Griffon Image Magique, à son utilisation et à l'extraction de métadonnées, je voulais savoir comment vous mappiez du coup la métadonnée extraite du TIFF, dans quelle balise CEDA par exemple ou autre chose. Tu as entendu, Erwan? Très partiellement, donc je pense que... Oui, ok, c'est par rapport donc, à ce que tu as dit sur l'utilisation du greffon Image Magic. Voilà, comment vous faisiez le mapping entre les métadonnées extraites et le CEDA? Alors c'est très simple, on ne va pas faire de mapping. On va extraire les métadonnées brutes et on les conservera de façon brute dans nos métadonnées. L'idée, c'est vraiment de récupérer les métadonnées telles qu'elles sont dans chaque fichier et ensuite de pouvoir les gérer aussi également à l'affichage. On va essayer aussi, on a prévu aussi de pouvoir gérer n'importe quel type de métadonnées qui serait renvoyé par Vitam et de les afficher directement dans Saphir pour pouvoir savoir qu'elles existent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Erwan et le projet Saphir? Non. Bon, je pense que vous l'aurez compris, l'idée c'était de vous donner les dernières actus des 3 projets et en même temps de faire un focus sur certaines spécialisations qu'ils ont eues finalement, avec le même outil au départ. Il y a eu plein d'autres choix. Donc maintenant, c'est Thomas qui va nous présenter ces dernières actus pour Adamante. Merci Erwan en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Et bon rétablissement. Ouais. Merci. Hop là. Bien. Bah, écoutez, après avoir inauguré cette matinée, il me revient le plaisir, peut-être un peu douteux, de la conclure. Donc c'est la dernière ligne droite. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus intéressante possible avant le déjeuner. Donc pour évoquer effectivement le 3e ministère porteur, et en l'occurrence l'implémentation de Vitam aux Archives nationales. Donc d'abord, quelques informations d'ensemble nous concernant. Donc nous, on utilise, comme nos collègues, Vitam comme back-office. Hein, c'était vraiment la logique initiale de Vitam. Par ailleurs, les Archives nationales, on n'est vraiment que dans le champ de l'archivage définitif. On est vraiment un pure player, j'ai envie de dire, sur ce plan-là, avec des spécificités, du coup, évidemment. Donc back-office Vitam seulement, on a donc dans notre conception ajouté des modules numériques sur notre logiciel de gestion d'archives qui préexistait, qui est le SIA, système d'information archivistique. On a ajouté des modules dédiés aux archives numériques et on utilise le front office Vitam que pour certaines fonctionnalités avancées d'administration. Donc on en est à la version 4 de Vitam. On a fait plusieurs montées de version pour répondre à une question qui pourrait se poser. Notre mise en service novembre 2018 et aujourd'hui, donc, on a fait à peu près 185 entrées, mais c'est entrées au sens où on l'entend, nous, aux archives nationales, c'est-à-dire à l'identique du papier. Donc ça peut regrouper plusieurs SIP. Et en l'occurrence, on a environ 18 000 SIP versés aujourd'hui dans notre système pour 2,7 millions d'UA environ. Donc, je pourrais répondre à d'autres questions par rapport à notre situation si vous le souhaitez. Donc, Alice m'a demandé de faire de mon côté un point particulier sur les enjeux d'accès et de diffusion. Donc, pour cela, revenons un peu en arrière. Ce schéma un peu old school date de 2014, c'est-à-dire un peu avant le lancement du projet Adamante, qui a été le projet d'implémentation de Vitam aux Archives nationales et qui est désormais clos. Donc, comme vous le voyez, Vitam est un back-office dans cette logique-là. C'est vraiment le petit losange au milieu. Et vous voyez dans cette vision les usagers, dont au sens tous les usagers et les usagers externes, le grand public, tous les publics finalement, étaient d'emblée dans la cible avant même qu'on commence quelque développement que ce soit. Donc, notre commande, c'était que toute la chaîne soit couverte, depuis la prise en charge jusqu'à l'accès par tous les publics.
Voilà. Alors, ce que je dois préciser aussi par rapport à la présentation qui a été faite par Archipel, c'est que nous, on est seulement sur le champ des archives numériques par rapport à cet enjeu-là, étant donné donc qu'on avait déjà un logiciel de gestion d'archives qui venait d'être conçu pendant une durée de 5 ans auparavant quand on s'est lancé dans l'implémentation de Vitam. Donc, vraiment quelque chose plutôt de juxtaposé sur les archives numériques. Donc, la conception de la partie sur l'accès et la diffusion s'est faite en 2019-2020. Et en fait, par rapport à ça, donc on avait identifié, donc au centre, on a le cœur des fonctionnalités pour les professionnels, pour les archivistes. Et à droite, donc par rapport aux besoins pour le grand public, on avait identifié deux grands besoins, un besoin de diffusion et un besoin d'accès dans nos salles de lecture. Je vais revenir sur ces notions. Voilà, donc de manière un petit peu plus détaillée, au final, ça donne ça, donc avec avec le détail finalement de ce qu'il y a dans les fonctionnalités pour les archivistes. Et dans un premier temps, je vais néanmoins d'abord me focaliser justement sur ces questions de recherche, d'accès pour les archivistes, parce que c'est un pan très important pour nous de globalement ces enjeux d'accès aux archives numériques dans notre système. Donc la recherche professionnelle, donc, qui est inclue dans les modules numériques qui ont été ajoutés à notre SIA, cette recherche est fondée directement sur Vitam. On interroge directement le Vitam qui est implémenté chez nous, le cœur finalement du système de conservation des archives et des métadonnées. On accède directement aux données et aux métadonnées stockées dans Vitam et on utilise depuis notre front office des fonctionnalités fournies par Vitam avec leurs possibilités et leurs limites. Donc leurs possibilités sont très grandes, notamment en termes de puissance de recherche. Il y a des limites qui sont en cours d'être levées ou qui ont été levées en V5. Donc l'équipe Vitam l'a évoqué, le fait qu'on ramène jusqu'à la V5 10 000 unités d'archives pouvait nous gêner dans un certain nombre de recherches quand on atteint les volumes qu'on commence à conserver. Voilà. Mais en tout cas, on a une puissance de recherche sur des milliards d'archives qui est effectivement très efficace dès lors qu'on fournit des critères précis qui permettent de répondre en dessous de 10 000 éléments. On a aussi, grâce aux fonctionnalités fournies par Vitam, des possibilités de filtrage qu'on utilise et qu'on est en train de développer dans les évolutions actuelles de nos modules destinés aux archivistes. Cette recherche professionnelle, elle a des spécificités. Finalement, moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer pour ces questions d'accès et de diffusion. Comme pour les autres sujets, c'est une question de comment on catégorise les utilisateurs, on pourrait dire les personas par rapport à des logiques de projets informatiques. Donc là, pour ces types d'utilisateurs particuliers que sont les archivistes, on a des enjeux spécifiques pour ces usages. Donc on a, ça a déjà été évoqué par mes collègues, une grande variété théorique de métadonnées à requêter ou à afficher. Donc pour l'instant, on avait fait des choix autour d'un certain nombre de métadonnées cœur par rapport à ces deux enjeux. On voit qu'on a des demandes là, très fortes d'aller au-delà et de pouvoir finalement faire des requêtes et faire de l'affichage sur tout ce qui est disponible en base avec les enjeux d'ergonomie que ça pose. Il y a des enjeux autour de la pertinence des résultats. Donc, comme je disais, quand on commence à vouloir afficher plus de 10 000 unités, ça veut dire que se pose la question de l'ordre dans lequel on les affiche, qui est un sujet aussi qu'on doit traiter avec Vitam. Il y a des enjeux d'exploitation des résultats. Qu'est-ce qu'on veut en faire finalement de ces résultats? Est-ce qu'on veut simplement les afficher? Est-ce qu'on veut exporter la liste des résultats? Avec quelles métadonnées? Sous quel format? Est-ce qu'on veut pouvoir sélectionner certains? Pour en faire quoi? Pour les afficher? Pour faire des traitements? Et donc se pose la question des workflows professionnels que ça induit. En tout cas, nous, on a vraiment conçu ces fonctionnalités de recherche comme éléments pivots d'une logique de workflow pour archivistes. Et puis, ces questions aussi d'accès pour des usagers professionnels posent la question des enjeux d'accès aux métadonnées et aux archives, en termes aussi de cloisonnement à mettre en œuvre entre nos différents types d'usagers, puisqu'on a des secteurs d'activité même au sein des archives nationales. On a aussi parmi nos usagers nos collègues archivistes en mission, et il y a des cloisonnements à mettre en œuvre parce qu'on a des catégories d'informations qui, même entre archivistes, doivent être, pour certaines, sont plus sensibles que d'autres. Donc voilà pour la recherche professionnelle. Encore une fois, je répondrai à vos questions si vous le souhaitez juste après. Donc maintenant, passons aux enjeux de la recherche grand public.
Donc par rapport à ça, deux enjeux comme je l'évoquais, un enjeu de diffusion, un enjeu d'accès. En fait, pour ces deux enjeux, on a développé un seul produit qu'on a dénommé Adamant. Donc Adamant, en termes de projet, est terminé depuis l'an dernier, mais il se poursuit sous la forme d'un produit qui est un produit d'accès aux archives pour le grand public. Et donc, j'évoquais ces deux notions de diffusion et d'accès, juste pour être au clair par rapport à ça. Ce que nous, on appelle diffusion, c'est une démarche volontaire de la part des archives nationales de disséminer, pour prendre un terme un peu anglais, des métadonnées et des archives sur Internet auxquelles les internautes donc, ont une capacité d'accès totale et surtout une capacité de réutilisation totale. Donc on part du principe qu'on ne contrôle plus rien en termes de réutilisation et que c'est complètement assumé dans ce sens-là. Donc ça veut dire que les archives et les métadonnées concernées doivent être absolument librement communicables et diffusables. Donc la distinction entre les deux se posant autour notamment de la notion de données à caractère personnel et de propriété intellectuelle. Et la notion d'accès, là, c'est vraiment la notion légale définie pour ce qui concerne le champ des archives publiques en particulier. Donc c'est l'obligation qu'on a de donner accès aux citoyens aux informations publiques notamment, et non seulement de leur donner accès, mais leur donner la possibilité de les copier aussi, non pas de les réutiliser, parce que là on rentre dans le champ que j'évoquais d'autres types de lois, mais en tout cas dans le droit de copie qui concerne les informations, qui complète, enfin qui s'applique aux informations publiques. Voilà, donc j'espère que ces deux notions sont très claires, mais en gros, pour aller vite, la diffusion c'est sur Internet, l'accès, a priori, c'est essentiellement en salle de lecture de manière plus contrôlée. Donc, ceci étant dit, maintenant, un enjeu que je voulais évoquer avec vous, un point, c'est l'enjeu de maîtrise des informations à diffuser, donc à pousser sur Internet. Et quand je dis information, c'est vraiment un terme choisi, c'est-à-dire à la fois les archives et les métadonnées. Donc, par rapport à ça, le constat qu'on a fait à l'épreuve des faits, c'est que c'était difficile vraiment de s'appuyer complètement sur la machine. Il y a une solution technique qui a été mise en œuvre et qu'on a implémentée autour des règles de gestion qui existent dans le CEDA et dans Vitam et dans tous nos systèmes. Donc, a priori, le CEDA donne tout ce qu'il faut pour répondre aux enjeux que j'ai évoqués. Donc, il y a des règles d'accès, il y a des règles de diffusion, il y a des règles de réutilisation. Voilà, tout le problème, c'est de les mettre en musique. Et le constat qu'on a fait, nous, dans la réalité, c'est que la mise en musique de ces règles, ça voulait dire, d'abord, définir ce qu'étaient ces règles. Aujourd'hui, on a un référentiel précis et à peu près complet des règles de communicabilité, mais pour la diffusion et la réutilisation, il faut encore travailler collectivement sur ces enjeux. Il faut articuler ces différents référentiels entre eux. Et puis, par ailleurs, une fois que ces règles mêmes sont définies, encore faut-il que l'humain, puisque la machine ne les connaît pas à l'origine, les applications dans lesquelles on récupère les archives, quand il y a des applications, ne maîtrisent pas ces notions. Donc ça veut dire qu'il faut un humain pour les mettre en œuvre. Et donc l'humain ou les humains qui doivent les mettre en œuvre, il faut d'abord qu'ils partagent ces notions. Donc il y a des enjeux de formation qui impliquent aussi des enjeux de compréhension de l'ensemble des réglementations concernées. Donc ce n'est pas forcément si simple que ça. Et ensuite, il y a des enjeux importants d'organisation. Donc dans une organisation comme la nôtre, où il y a des archivistes dans les ministères qui décrivent, des archivistes aux archives nationales qui font des compléments de description et qui ensuite assurent la communication publique avec les enjeux de responsabilité que ça impose. Donc comment on se répartit les rôles par rapport à ça? Donc aujourd'hui, on a un fonctionnement. Mais en complément de cette question sur qui pose les règles, qui peut se reposer en tout cas par rapport aux enjeux particuliers du numérique. Il y a aussi l'enjeu de la granularité dans cette organisation. Où pose-t-on ces règles? Est-ce qu'on les pose à l'échelle des ensembles d'archives qu'on reçoit, des blocs entiers? Ou est-ce qu'on veut être plus fin? Et si on veut être plus fin, jusqu'à quel degré de finesse va-t-on? Est-ce qu'on se donne l'obligation d'aller jusqu'au fichier avec les problématiques de ressources humaines que cela pose? Voilà. Donc, une problématique au final, un constat qui est la difficulté vraiment de s'appuyer sur la machine pour gérer ces enjeux de diffusion, sachant que derrière, les implications sont quand même fortes, parce qu'il n'est pas question, évidemment, de diffuser des données à caractère personnel sur Internet, que ce soit des métadonnées ou des archives. Donc, on a, dans le cadre de la conception d'Adamant, fait des choix. Donc la conception, c'est essentiellement 3 personnes qui l'ont mené aux archives nationales. C'est Sandrine Heiser qui a piloté l'ensemble des développements dans le cadre du projet Adamant. C'est Violette Lévy qui est maintenant au SIAF et Louis Vigneault qui est aussi au SIAF.
Et je tiens vraiment à les saluer. Et Violette et Louis ont écrit un numéro dans un article récent d'Archiviste, le magazine de l'AF, qui présente les enjeux globaux autour de ce prototype, qui reprend un certain nombre d'éléments que j'ai évoqués à l'instant. Voilà. Donc en gros, les solutions qu'on a décidé de mettre en œuvre reposent sur les éléments que vous avez sur cet écran. Le fait de copier les informations à diffuser vers un outil externe complètement dédié, Orvitam. Donc on a développé un outil à part. Adamant, c'est vraiment un outil Orvitam. C'est un développement pur. Et en fait, l'intérêt d'avoir cet outil externe, c'est que du coup, on a un mécanisme de publication vers cet outil où l'humain intervient. Donc on introduit l'humain à ce niveau-là. Nos processus distinguent aussi les enjeux de diffusion des métadonnées et les enjeux de diffusion d'archives. Voilà. Une des problématiques des règles de gestion, c'est qu'il n'y a pas de distinction a priori entre ces deux notions. Or, on a besoin de manipuler de manière différenciée ces deux notions. En complément, donc dans notre silo externe, donc dans l'outil Adamant, il y a plusieurs silos, un dédié à la diffusion, un dédié à la consultation libre en accès en salle de lecture et un pour les dérogations aux archives non communicables, parce qu'il faut aussi intégrer évidemment ces autorisations individuelles. Et quelque chose d'important aussi qu'on a décidé de mettre en œuvre, donc c'est le fait que pour la diffusion des métadonnées, dès lors que étaient concernées des archives, vraiment des archives non communicables, on a décidé de ne publier les métadonnées qu'au niveau dossier qui contient ces archives. On ne diffuse pas des métadonnées d'archives non communicables. Quand je dis métadonnées, je veux dire y compris des intitulés, des éléments de description, voilà. Aucune métadonnée au niveau des archives à partir du moment où elles sont non communicables ou non diffusables. Donc le processus qui a été mis en œuvre au final, au travers de nos outils, est celui-ci. Donc on part à gauche d'un critère qui est le critère de communicabilité des archives, puisque c'est vraiment le début du voyage. Et donc on va remonter ensemble la chaîne. Donc si les archives sont communicables, dans les développements qu'on a fait, l'archiviste peut, c'est une possibilité, il faut qu'il fasse une action spécifique, il peut diffuser l'archive depuis le SIA. Quand je dis l'archive, c'est soit un fichier, soit un ensemble de fichiers, soit tout inversement. Voilà, il a vraiment le choix de le faire au niveau qu'il souhaite. Il faut par contre que l'ensemble qu'il souhaite diffuser soit intégralement communicable. Donc si l'archive est diffusée, donc si on continue le bleu clair, qu'est-ce qui se passe ? Les archives concernées et les métadonnées, l'intégralité des métadonnées sont diffusées sur Internet. Par contre, si l'archiviste décide de ne pas diffuser l'archive sur Internet, donc là on passe à des actions au niveau des métadonnées de description. Donc on peut diffuser les métadonnées de description, elles sont même diffusées automatiquement, mais pour le dossier qui contient les archives. On s'arrête au niveau dossier pour les métadonnées. Et l'archiviste a là aussi la faculté de bloquer cette diffusion automatique de métadonnées de dossier s'il n'est pas sûr du type de métadonnées contenues dans le dossier concerné. Voilà. C'est un constat qu'on a fait aussi. On n'est pas toujours exactement au fait quand on va très très loin dans la granularité d'un certain nombre d'arborescences, de la diffusabilité des métadonnées même ou de la communicabilité dans certains cas des métadonnées concernées. Voilà. Et donc cet enjeu de diffusion des métadonnées s'applique aussi dans le cas des archives non communicables. Le principe de base, c'est que c'est communiqué, que les métadonnées des dossiers sont communiquées, sont diffusées sur Internet, sauf si l'archiviste décide de bloquer la diffusion de ces métadonnées. Donc une fois en tout cas qu'on arrive au bout du chemin, donc quand les archives et les métadonnées sont entièrement diffusées sur Internet, l'internaute est complètement libre de faire ce qu'il veut, il consulte, il télécharge, il réutilise. Par contre, dans le chemin du bas, quand on n'a fait que diffuser les métadonnées, donc là, que ce soit sur Internet ou en salle de lecture, l'archiviste accède aux métadonnées et dans l'application Adamant, en fait, il a à partir de ce moment-là la possibilité de demander un accès ou une dérogation en fonction de la communicabilité des archives. Et ces demandes d'accès et de dérogation vont être systématiquement étudiées par un archiviste.
Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Alors, je voulais, au-delà donc de ce que permet de faire nos outils, faire un point sur le lien entre Adamant et Vitam. Donc, comme je le disais, Adamant, en tant qu'outil de diffusion d'accès, est un outil complètement distinct de Vitam. Donc, on l'a fait parce que, comme je le disais, on devait répondre à des besoins vraiment complètement spécifiques d'archivage définitif. Il y a aussi des enjeux de sécurité qui nous étaient très particuliers. Et puis qu'on devait faire ça dans un calendrier contraint où on avait commencé à échanger avec Vitam là-dessus, mais en 2019, quand on a travaillé sur le sujet, on était au maximum sur la V3 de Vitam et ces enjeux d'accès et de diffusion n'étaient pas dans le calendrier du programme Vitam à cette échéance-là. Donc on a pris en gros de l'avance sur ces enjeux-là pour répondre encore une fois à notre commande initiale. Alors, une fois que j'ai dit ça, notre prototype Adamant, soyons clairs, ne fonctionne qu'avec Vitam. Il ne peut pas fonctionner avec un autre SAE. Le mécanisme de diffusion des informations, que ce soit archives ou métadonnées qu'on a mis en œuvre, s'appuie sur des fonctionnalités propres à Vitam. Par ailleurs, pour que le prototype fonctionne et affiche des archives, on s'appuie sur des exemplaires de diffusion qui sont produits dans le cadre de fonctionnalités fournies par Vitam également. Donc on fait en amont. Et enfin, donc aujourd'hui, la question nous est posée régulièrement. Le prototype Adamant ne peut pas être utilisé hors des AN pour l'instant, hors des archives nationales, dans la mesure où il repose sur certains attendus techniques qui nous sont propres, que ce soit la manière dont on a implémenté Vitam, mais aussi par rapport à des informations qui ne sont contenues que dans nos modules numériques, que dans notre front office. Un petit point au final sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc par rapport globalement aux enjeux de fonctionnalités d'accès, par rapport aux différentes catégories d'utilisateurs concernés. Donc aujourd'hui, on a des outils qui permettent de répondre a priori, mais il y a toujours des demandes d'amélioration et d'évolution, aux besoins des archivistes, que ce soit des archivistes, des archives nationales ou des missions. On a développé donc Adamant pour tous les publics. Par contre, et ça c'était défini dans notre trajet depuis le début, les autres archivistes et les agents des services producteurs ne bénéficient pas d'interfaces spécifiquement dédiées à leurs besoins d'accès. On avait, en termes d'organisation, défini le fait que ces besoins-là devaient être remplis en passant par l'intermédiaire des archivistes, des archives nationales ou des missions. Donc là, il faudra des évolutions pour traiter ces besoins-là. Et en termes de type d'archives numériques accessibles dans le prototype Adamant, donc aujourd'hui, le prototype permet de faire des recherches, mais aussi d'afficher donc de la bureautique, des images en 2D, du son, de l'audiovisuel, voilà, en ayant fait des conversions préalables, comme je le disais dans Vitam. Donc aujourd'hui, en termes d'amélioration, vous voyez qu'il y a des axes autour d'autres types d'archives qu'on ne sait pas rendre accessibles aujourd'hui dans le prototype, en tout cas qu'on ne sait pas rendre lisibles à l'heure actuelle. Donc le prototype Adamant, il a été mis en service en décembre dernier. On a communiqué sur cette mise en service en janvier. On avait choisi, et puis c'était un peu une obligation, de mettre en ligne seulement un échantillon de 1500 à peu près fichiers de différentes natures, de la bureautique, des images, du son, de l'audiovisuel. Alors pourquoi si petit panel par rapport à l'ensemble des unités d'archives qu'on conserve, par rapport, comme je le disais, on ne sait pas aujourd'hui rendre lisibles tous les types d'archives. Et puis par ailleurs, le principe de base pour la diffusion sur Internet, comme je disais, c'est qu'il faut que toutes les archives soient communicables et diffusables. Et en fait, les candidats, quand on parle d'archives nativement numériques, sont finalement relativement rares. Donc on a vraiment fait cette mise en service dans une logique de prototype, à la fois pour faire un démonstrateur par rapport à ce qui avait été développé, pour permettre des échanges autour de la réflexion qu'on a déployée et des solutions qu'on a mises en œuvre, et puis aussi pour avoir des retours des utilisateurs finaux. Donc on avait fait un appel pour avoir des retours des internautes depuis janvier. On a eu une cinquantaine de réponses spontanées, ce qui est pas mal par rapport à l'enjeu d'accès à ce type d'archives finalement, qui concerne une population relativement limitée, on peut le penser. Donc le bilan est globalement satisfaisant de notre point de vue, puisqu'on voit là sur le camembert que
c'est l'agrégat du jaune et du gris qui montre la satisfaction des utilisateurs par rapport aux fonctionnalités proposées dans le prototype. Donc des motifs de satisfaction. Après, des enjeux clairement d'amélioration qui sont posés autour de la compréhension d'abord de ce que c'est que cet outil et à quoi il sert. Voilà, la notion d'archive nativement numérique est forcément une notion extrêmement immédiatement compréhensible par le grand public. Donc ça pose la question de la manière dont on présente nos services et dont on les articule avec plus globalement les services d'accès aux archives qu'on propose. Et puis aussi un enjeu autour du fait de rendre plus facilement compréhensible le fait que non seulement on peut consulter des documents dans cet outil, mais aussi accéder à des informations qui permettent de faire des demandes pour consulter des documents en salle de lecture dans un deuxième temps, en passant par donc des processus d'instruction de demande. Voilà. Donc cette logique de retour d'expérience utilisateur s'achève. Là, va s'achever dans les jours qui viennent. Et la logique, ce sera ensuite de faire un bilan global en septembre, tout début de l'automne. La logique étant ensuite de faire des propositions pour la poursuite de l'utilisation de cet outil et l'améliorer. Et en fait, ces améliorations vont s'inscrire plus globalement dans la stratégie des archives nationales et notamment autour d'enjeux d'un nouveau projet qu'on a lancé sur les questions d'accès sécurisé à distance à nos archives. Donc en gros, l'idée, ce serait vraiment de rendre accessible les archives ou une partie des archives qui ne sont aujourd'hui consultables qu'en salle de lecture en physique, et en gros de développer une sorte de salle de lecture virtuelle pour répondre aux enjeux d'accès à ces archives-là. Donc vous voyez le complément assez naturel par rapport à ce que j'ai évoqué. Au travers de ce projet d'accès sécurisé à distance, l'angle d'attaque change cependant. Je vous l'ai dit, notre logique, c'était vraiment pure player, archivage définitif et archives nativement numériques. Là, l'optique, on reste évidemment dans le champ des archives définitives, puisqu'on est aux archives nationales. Mais cette réflexion sur l'accès sécurisé à distance, on souhaite l'apporter d'une manière beaucoup plus globale dans une logique de service qui porte à la fois sur les archives papier et sur les archives nativement numériques. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute et votre patience. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Thomas. En plus, c'est pas facile à expliquer, c'est d'une très grande clarté. Bravo pour ça. J'avais juste une remarque parce que on voit dans le schéma que quand, par exemple, des archives sont réputées communicables d'après leurs métadonnées, l'archiviste reste maître de pouvoir ou pas pour les pousser en fait pour une diffusion ou pas diffusable. Et puis pareil à chaque étape. Donc en fait, on voit la difficulté qui consiste à ce que en fait l'archiviste n'arrive pas à lâcher parce qu'au fond, il craint que derrière, il y ait peut-être des informations qu'il a pas, enfin, dont les métadonnées ne rendent pas suffisamment compte à certains niveaux, etc. Ce qui rappelle un tout petit peu quand même, je pense, les craintes qu'il devait y avoir quand il s'agissait de publier des inventaires sur la première salle des inventaires virtuels, où au final, le parti a finalement été pris au bout du bout de dire, bon, ben, on le fait, et puis si les gens ne sont pas contents, on enlèvera l'inventaire, voilà, on prend des précautions, on fait tout ce qu'on peut pour arriver à sécuriser le process, mais on est humain, donc il peut y avoir des loupés, et les loupés, en fait, juste on s'en prémunit, on le dit qu'il peut y en avoir, et qu'on répondra à une demande de loupe, enfin, à une demande de rectification, de correction, de suppression, etc., etc. Parce que là, il y a plusieurs moments dans la chaîne où l'archiviste il décide de faire quelque chose, et les choses étant ce qu'elles sont, et avec le degré de perfection qui anime tout archiviste, il est possible que le temps d'aller vérifier qu'à la dernière arborescence, tout va bien, ça peut durer un moment et ça va bloquer les choses, quoi, honnêtement. Donc comment on fait pour arriver à garder un équilibre là-dessus, pour ne pas bloquer le process, tout en sécurisant, enfin, je veux dire, est-ce que
un principe qui consisterait un peu à tourner les choses en se prémunissant et du coup en ayant une bonne hotline, c'est-à-dire un bon service après-vente qui consiste, si je puis dire, à corriger le tir. Est-ce que ça peut pas être quand même une réponse, parce que on sait qu'on est dans des débuts de process, on sait qu'on est dans des volumétries importantes et que donc on ne pourra pas tout maîtriser, quoi. C'est impossible. Oui, ça fait effectivement partie, c'est un des gros enjeux qu'on est en train de traiter. Donc on doit traiter collectivement sur toute notre chaîne avec nos collègues d'émission également. Et en fait, donc par rapport à ça, j'ai envie de dire que notre politique est en train de se déterminer. Alors, quelque chose que je n'ai pas dit et qui éclaire peut-être aussi d'une autre couleur ce qu'on vient de se dire, c'est que les métadonnées en bas, là, qu'on décide, enfin, qui sont a priori automatiquement diffusées, sauf si l'archiviste décide de mettre une règle de blocage, il s'agit des métadonnées qui sont rentrées. Donc, c'est-à-dire l'intégralité de ce qui était contenu dans le bordereau de description. C'est-à-dire l'intégralité des intitulés présents dans l'arborescence des fichiers qui sont rentrés. Ça passe tel quel. Donc en gros, c'est la maîtrise de la diffusion de ces informations sur toute la granularité de l'arborescence qui est rentrée qui se pose. Donc un des axes importants de travail sur lequel on avance là, c'est par rapport à ce sujet-là, de pouvoir bloquer la diffusion des métadonnées de manière différenciée, soit à un haut niveau, soit à un niveau plus bas. Aujourd'hui, on sait le faire qu'au niveau le plus haut. Donc ça veut dire c'est tout ou rien. Et là, notre optique, ce serait de passer un contrat avec l'archiviste en leur disant vous vous engagez jusqu'au premier niveau, ou au deuxième niveau, ou au troisième niveau, ou éventuellement vous choisissez. Voilà, si les métadonnées, vous pouvez garantir qu'elles soient communicables et diffusables jusqu'à ce niveau-là. Et puis en dessous, on bloque. Parce qu'en dessous, on ne peut plus gérer, il y a trop de masse, c'est trop lourd, la granularité est trop grande par rapport aux inquiétudes que vous pouvez avoir. Voilà, on comprend que ce ne soit pas gérable. Donc on est en train de voir pour positionner cette règle, enfin pour dépasser le tout ou rien dans l'application de ce blocage des métadonnées. Bon, j'espère que je ne suis pas trop technique. Et ensuite, sur le fait d'avoir une politique qui serait de dire on laisse passer, et puis s'il y a des problématiques qui nous ont signalées, on revient en arrière. Donc ça, aujourd'hui, on pourrait le faire, ce serait une décision collégiale. Comme je disais, comme vraiment tout est poussé tel quel depuis le début, c'est vrai que c'est quand même pas une décision hyper facile à prendre non plus, parce qu'on reçoit des archives de toute nature, dont les producteurs eux-mêmes, parfois, ont du mal à maîtriser complètement les enjeux de communicabilité et de sensibilité. Donc on espère qu'au moins, au travers de cette logique de passer d'une logique de tout ou rien à une logique où on peut quand même filtrer en fonction d'un niveau où on garantit la sécurité des informations. En général, quand on a une arborescence, le premier niveau, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Voilà. Donc on espère pouvoir pousser des descriptions et du coup donner accès à davantage d'informations sur les archives qu'on conserve, de manière à ce que notre public soit au moins informé du fait qu'on conserve ces archives. Et ensuite, comme je disais, ça déclenche, s'il est intéressé, une demande d'accès que là, on instruit en fonction des objets concernés. Et donc, ça limite normalement l'intervention des archivistes à des actions vraiment utiles par rapport à une demande exprimée et pas par rapport à l'ensemble des archives qui nous sont versées, qui concernent, encore une fois, potentiellement des millions d'unités, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question courte ? Réponse courte, parce que vous avez été super, ça fait 3 heures qu'on vous retient ici. Donc il faut qu'on se laisse le temps de déjeuner. Est-ce qu'il y a une question rapide ? Bon, on est disponibles de toute façon les uns les autres.